Bienvenue, bonsoir à tous. Dans l'actualité, ce 6 juillet sur RTI 1, le Conseil des ministres qui s'est tenu au palais présidentiel d'Abidjan. À l'ordre du jour, le financement de la première phase du projet de développement intégré du Wassoulou, le compte-rendu du groupe consultatif sur le plan national de développement PND ou encore les résultats du BEPC 2022. Direction l'Assemblée nationale, la Commission des affaires juridiques et institutionnelles a adopté un projet de loi relatif au divorce et à la séparation de corps. Il a été présenté par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. « 216 milliards de francs CFA dégagés pour des projets structurants en Côte d'Ivoire. C'est le fruit de 2 conventions entre le gouvernement ivoirien et l'Agence française de développement pour le financement du PND 2021-2025. Et puis, dans la banlieue d'Abuja, la capitale du Nigeria, environ 300 détenus se sont évadés d'une prison après une attaque présumée du groupe Boko Haram. Merci de vous informer sur RTI 1. Nous sommes mercredi et c'est jour de conseil des ministres au palais présidentiel. Au nombre des sujets abordés, les résultats du BEPC et la modification de la composition de la commission électorale indépendante. Awa Touré. Le Conseil des ministres, ce mercredi 6 juillet, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a adopté un projet de loi portant modification de la loi du 9 octobre 2001 relative à la composition, aux attributions et fonctionnement de la commission électorale indépendante. Cela conformément aux conclusions du dialogue politique de mars 2022 initié par le gouvernement. Ce projet de loi crée 2 nouveaux postes de membres de la commission centrale de la CEI et des commissaires locaux. Ces postes seront dévolus pour l'un à une personnalité proposée par le parti au pouvoir et l'autre à une autre personnalité désignée par l'opposition. Il institue en outre un 4e poste de vice-président au sein du bureau de la commission électorale indépendante. Financement partiel du projet de développement intégré du Wassoulou dans le nord-ouest du pays. Le Conseil a autorisé la ratification d'un accord de prêt conclu entre la Côte d'Ivoire et la Banque ouest-africaine de développement. Ce projet vise à renforcer les échanges transfrontaliers en contribuant à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté dans les zones d'intervention. Le projet prévoit, entre autres, la construction de 2 barrages d'une capacité totale de 18,3 millions de mètres cubes et l'aménagement de 249 hectares en aval des 10 barrages pour la riziculture, le maraîchage, la construction de marchés régionaux et la réalisation de 77,5 km de pistes de désenclavement sur les sites de production. Le compte-rendu du groupe consultatif. Le gouvernement salue la forte mobilisation des partenaires au développement. Les annonces de financement des partenaires sur la période 2021-2025 s'élèvent à 26,18 milliards de dollars, soit 15 707 milliards de francs CFA. Ce niveau de mobilisation exceptionnel représente une réalisation de l'objectif du groupe consultatif de 168,2%. Ces contributions exceptionnelles des partenaires représentent en effet près de 70% en plus par rapport à l'objectif fixé de 9 335,6 milliards de francs CFA, soit 15,5 milliards de dollars pour les besoins de financement destinés à l'investissement public. Toujours au titre du plan et du développement, le Conseil a examiné les résultats globaux et définitifs du recensement général de la population et de l'habitat réalisé sur la période du 8 novembre au 14 décembre 2021. Il en ressort que la population vivant sur le territoire ivoirien se chiffre à 29 389 150 habitants, comprenant 22 840 169 personnes de nationalité ivoirienne, soit 78%,
et de 6 435 835 personnes de nationalité non ivoirienne, soit 22%, pour un nombre total de ménages ordinaires de 5 616 487, ce qui nous donne une taille moyenne de 5,2 personnes par ménage. Le gouvernement a également entendu une communication relative aux résultats du BEPC. Ces résultats donnent cette année un taux de 28,89% d'admis. Nous avons eu 519 449 candidats avec 150 081 admis, ce qui donne donc ce taux de 28,89%. Amélioration des conditions de vie des populations. Le Conseil s'est penché sur la question de la cherté de la vie. Le gouvernement continuera donc les efforts pour protéger le portefeuille de l'Ivoirien. C'est en cela que les mesures de plafonnement donc, de certains produits ont été maintenues, notamment en ce qui concerne le gasoil. Et vous devez savoir que cela induit donc en fin juin une subvention de 405 milliards de francs CFA sur les hydrocarbures, aussi bien le gasoil donc que le super. Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs indiqué que la rencontre du président de la République Alassane Ouattara avec les anciens chefs d'État, les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, aura lieu le 14 juillet. Lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a échangé sur la question avec le prix Nobel d'économie 2019, Esther Duflo. Des solutions efficaces et rapides ont été évoquées. Awa Touré. À Abidjan, dans le cadre de l'école d'été méthodologie du développement destinée aux chercheurs et décideurs, la lauréate du prix Nobel d'économie 2019, reçue par le président de la République Alassane Ouattara, l'occasion d'évoquer avec le chef de l'État les questions liées à la lutte contre la pauvreté. Nous avons parlé de l'importance pour le pays de s'attaquer au problème de la pauvreté. Il y a encore 38% de gens qui vivent dans la pauvreté en Côte d'Ivoire. C'est mieux qu'il y a plusieurs années, mais il y a encore du travail à faire. Nous avons évoqué certaines pistes et certaines possibilités de travail commun pour réfléchir à des solutions les plus efficaces et les plus rapides possibles. Le président a insisté sur son impatience à résoudre ces problèmes, tous les problèmes des gens qui vivent dans la pauvreté, que ce soit la mortalité infantile, l'éducation, l'accès à l'emploi, le plus rapidement possible. Madame Esther Duflo s'est par ailleurs félicitée de la détermination du président Alassane Ouattara à lutter contre la pauvreté. À l'Assemblée nationale, la Commission des affaires juridiques et institutionnelles a adopté un projet de loi relatif au divorce et à la séparation de corps. Éric Goré nous donne plus d'informations à ce sujet. Plus de 2300 demandes de divorce en Côte d'Ivoire seulement pour l'année 2021. Ces divorces qui impactent négativement la vie des enfants issus des mariages. C'est pour régler efficacement cette question que l'État, à travers le ministère de la Justice, a travaillé sur le projet de loi relatif au divorce et à la séparation de corps, en vue de l'adopter au contest, afin de rendre les procédures de divorce plus faciles en protégeant les enfants. La garde des enfants a été une préoccupation majeure du juge qui, dorénavant, devra, pour déterminer l'auteur, du moins le bénéficiaire de cette garde, tenir compte que du seul intérêt des enfants, sans chercher à savoir lequel des époux a ou non remporté le bénéfice de la décision de divorce. Pour ce qui est de la séparation de corps, le projet de loi que nous avons soumis apporte des clarifications au niveau des effets de la séparation de corps. Ce projet de loi a été adopté par la Commission des affaires juridiques et institutionnelles de l'Assemblée nationale avec à sa tête Maître Aboulaye Ben Meïté, ainsi que tous les groupes parlementaires, dont le RHDP. Nous pensons que c'est un très bon test et que véritablement le test
vient pour apporter un plus, vient pour clarifier. Différent de la séparation de corps, le divorce dissout le mariage. Il met fin au devoir réciproque des époux et au régime matrimonial. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, président de l'APF, est à Kigali, au Rwanda, pour la 47e session de l'institution parlementaire francophone. En marge des travaux, il s'est rendu sur le site du mémorial du génocide rwandais, suivi d'une visite du musée de la campagne contre le génocide. Moussa Konaté. Mémorial du génocide à Kigali, capitale du Rwanda, lieu symbole d'une histoire tragique du pays. Sur ce site, 14 fosses communes pour plus de 250 000 victimes du génocide de 1994. Le président de l'Assemblée nationale, président de l'APF et sa délégation de parlementaires francophones visitent l'endroit. Il ne faut pas oublier des éléments, des drames comme ceux-là qui nous ébranlent, qui nous bouleversent, où l'on se demande qu'est-ce qui a pu se passer, même si on tente de se l'expliquer. Mais il y a surtout un grand message. Et je pense que le message, il est là. Alors, c'est une belle leçon de vie, même si elle passe par la mort. C'est malheureux ce qui est arrivé, mais il y a des leçons à tirer pour le monde entier, pour pas que ces choses-là se répètent. C'est important de rappeler aux gens, de compter cette histoire ici, et que le peuple, que ce soit au Rwanda ou partout à travers le monde, se souvienne de ce qui est arrivé ici. Le mémorial dispose également d'un musée qui retrace tout le vécu de ces moments tristes qu'a connu le peuple rwandais. Ça a été une visite très dure. C'est pour nous une visite qui amène l'être humain à se remettre en cause. Rien ne peut justifier autant de tueries. Et le plus dur, c'est lorsque nous avons terminé la visite par ces enfants de 6 mois, 2 ans, qui ont péri par la faute des hommes. Donc c'est une crise née, créée par les hommes, créée par, je dirais, nos égos, créée par le refus de s'écouter, créée par le manque de tolérance. Le génocide rwandais s'est déroulé du 7 avril au 17 juillet 1994. On dénombre environ 1 million de morts, des faits qui ont fortement entaché la cohésion dans le pays. Une déchirure du tissu social, mais le pays s'est relevé de ce drame pour amorcer son développement. Le président de l'APF salue le peuple rwandais pour cet engagement en faveur de la stabilité retrouvée. Je voudrais, après avoir visité ce mémorial, respecter plus que jamais le président Paul Kagame, qui fait preuve d'une grande résilience par son leadership, qui a su redonner la joie de vivre à un peuple meurtri. Et quand on regarde les politiques publiques mises en place pour permettre au Rwanda de retrouver la cohésion, l'harmonie, je voudrais saluer le vaillant peuple rwandais. La délégation de l'APF conduite par le président Adama Bictogo a aussi visité le musée de la campagne contre le génocide logé au sein du Parlement rwandais. Des photos accompagnées de textes qui illustrent la longue marche du pays de la crise à l'union. De retour sur le sol ivoirien, l'Agence française de développement a signé avec le gouvernement de Côte d'Ivoire 2 conventions de crédit, 216 milliards de nos francs dédiés au financement du plan national de développement 2021-2025, avec en priorité des secteurs comme l'assainissement et l'entretien routier. Lancine Bakayeko. D'un montant de 131 milliards de francs CFA, le premier prêt va servir au désenclavement des localités rurales du district des Savanes par la construction d'ouvrages de franchissement, mais aussi à la réhabilitation des derniers tronçons du corridor international reliant Abidjan à Bamako et à Ouagadougou. Ce projet améliorera les conditions de mobilité de plus de 1,4 million d'habitants de la région des Savanes et réduira de moitié le temps de trajet d'environ 1000 véhicules par jour qui empruntent la route du Nord. Le deuxième prêt de 85 milliards de francs CFA sera affecté au projet d'assainissement de la commune de Yopougon. Ce projet permettra non seulement la collecte et l'évacuation d'au moins 70% des eaux usées de la zone centrale de Yopougon, mais aussi de participer à l'amélioration de l'accès à des infrastructures d'assainissement conçus pour répondre aux besoins de la commune. Ces prêts s'inscrivent dans la dynamique d'annonce de contribution de la France lors du groupe consultatif réuni le 15 juin passé à Abidjan. Dans le secteur du transport aérien, la compagnie Air Côte d'Ivoire a inauguré sa destination Abidjan-Johannesburg via Kinshasa. L'événement a été suivi de l'inauguration de l'agence de la compagnie en Afrique du Sud. Dangui Dangui.
Vol inaugural Abidjan-Johannesburg via Kinshasa. Premier vol long courrier d'Air Côte d'Ivoire d'une durée d'environ 8 heures. 20e destination de la compagnie. L'événement a eu lieu le 29 juin dernier. Avec 4 vols par semaine, c'est un soulagement pour les passagers, notamment les Ivoiriens vivant en Afrique du Sud. Aujourd'hui, pour rallier Abidjan, imaginez, vous quittez ici jusqu'à Dubaï avant de redescendre sur Abidjan, ou vous ralliez Addis avant de rallier Abidjan. En réalité, c'est des voyages de 48 heures puisque vous arrivez le lendemain. Donc, avec toutes les compagnies aériennes, c'est pareil. Aujourd'hui, avec la venue de Air Côte d'Ivoire, vous arrivez le même jour. À l'ouverture de l'agence Air Côte d'Ivoire à Johannesburg, le ministre ivoirien des Transports a annoncé que cette destination va accélérer l'intégration culturelle et économique de l'Afrique. Au-delà des raisons ou des conséquences économiques, ce que nous faisons aujourd'hui, Monsieur le ministre, c'est un acte panafricain que nous sommes en train de poser. Il y a des questions économiques, c'est vrai, mais il y a cette intégration des peuples. Il y a également ce renforcement de la fraternité entre l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire d'une part, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Ouest d'autre part. Après avoir souligné que l'ouverture d'une agence Air Côte d'Ivoire en Afrique du Sud témoigne de la bonne santé des relations entre les deux pays, le ministre sud-africain des Transports a indiqué que la compagnie ivoirienne vient combler un vide que laisse South Africa Airlines en faillite. Reste maintenant à relever les défis liés à la sécurité et à la sûreté aérienne auxquels sont confrontées les compagnies africaines, a-t-il ajouté. Concevoir et bâtir le leadership mondial de l'Afrique, le sujet a réuni les anciens enfants de troupes du Prytanée militaire de Saint-Louis en Côte d'Ivoire et le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. David Soyo et Abou Sanogo. C'est la première conférence débat de l'année du FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Concevoir et bâtir le leadership mondial de l'Afrique au centre de cette rencontre. Pour cette thématique, le choix du conférencier s'est porté sur le professeur sénégalais Ababaka Mbeng, ancien enfant de troupe du Prytanée militaire de Saint-Louis au Sénégal. Il a développé des concepts et égrené un chapelet de potentiel dont regorge l'Afrique. L'Afrique va représenter à l'horizon 2050-2100 le continent le plus peuplé. L'Afrique est également le continent qui a les plus grandes ressources naturelles. Donc le grand problème, c'est d'abord un problème de confiance en soi. Heureusement, la bonne nouvelle, c'est que nous avons une jeunesse, nous avons la créativité, eh bien, nous avons les ressources, nous mettons de l'ordre dans nos affaires et rien ne pourra nous arrêter. Babaka Mbeng a également dénoncé les maux qui minent l'Afrique, notamment la mauvaise gouvernance. Je retiens aussi de cette conférence qu'il est possible de concevoir et de bâtir une Afrique meilleure, tout en comptant sur les richesses qui sont déjà à notre disposition. Cette initiative du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation a pour objectif d'éveiller les consciences. Chaque année, nous constatons tous que nos jeunes meurent par centaines dans la Méditerranée en voulant fuir l'Afrique. Donc c'est pour remédier à cette situation que nous avons décidé de mobiliser les intellectuels africains d'ici, d'Europe et des États-Unis pour nous proposer des pistes de solutions pour renforcer le leadership de l'Afrique au bénéfice de nos populations. La prochaine conférence et débat du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation se tiendra dans 3 mois. Et puis cette communication du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale qui porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le samedi 9 juillet 2022, jour de la fête de la Tabaski, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. On va s'intéresser aux défis auxquels doivent faire face les structures sous tutelle du ministère des Eaux et Forêts. La question a réuni les responsables de ces structures régionales et le ministre Laurent Tchagba. En première ligne, la restitution du couvert forestier ivoirien à Mississauga.
Restituer le couvert forestier ivoirien, c'est ce que vise le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba. Pour atteindre son objectif, il entreprend donc une tournée d'imprégnation à l'intérieur du pays. À Korogo, il rencontre ses collaborateurs des directions régionales de Poro, Tchologo, Kabadou et du centre de gestion de la Sodefort dans le nord pour s'imprégner de leurs conditions de travail. Surtout, partager avec eux sa vision dont les axes prioritaires sont la forêt, la faune, la flore et l'eau. Aujourd'hui, nous avons moins de 3 millions d'hectares de forêt. La COP 15 a tiré la sonnette d'alarme. La Côte d'Ivoire a besoin de rebondir. Et ce message que je vais donner à mes collaborateurs, je leur donner la force, je leur donner le coup de force qu'il faut pour qu'on relève le défi de 2030, qui est de tout faire pour que le couvert forestier puisse atteindre 6 millions d'hectares de forêt. Les différents exposés des directeurs régionaux des eaux et forêts du Nord, suivis d'échanges, ont permis au ministre Laurent Tchagba d'apprécier l'existant, ainsi que les difficultés liées au bon fonctionnement du travail. Entre autres, l'insuffisance du personnel, de matériel roulant et du budget de fonctionnement. Toutefois, le ministre des Eaux et Forêts rassure ses collaborateurs quant à la mise à leur disposition des moyens pour le reboisement total du Grand Nord. Le ministre a dit que dorénavant, toutes nos actions seront budgétisées. Donc moi, ça nous va droit au cœur. Et si c'est vraiment mis en œuvre, voilà, la forêt va mieux se porter. Au terme des échanges, la délégation ministérielle s'est rendue sur le site des Genies des eaux à Korogo ainsi que dans le village de Moroviné, dans la commune de Karakoro, pour procéder à un planting d'arbres. Ce sont près de 180 hectares qui sont reboisés annuellement dans le district des Savanes. Après les Jeux de la francophonie d'Abidjan en 2017, la 9e édition va se tenir en République démocratique du Congo en 2023. Une délégation congolaise est venue s'imprégner de l'expérience ivoirienne. Issaïo. Les 8e Jeux de la francophonie d'Abidjan en 2017 ont été une réussite, au dire des responsables de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Fort de cette expérience, une délégation de la RDC, République démocratique du Congo, le pays organisateur des 9e Jeux, après le désistement du Canada, est à Abidjan. Conduite par son ministre de l'intégration régionale et de la francophonie, elle a échangé avec le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Il est important, et aussi au regard des recommandations de l'Organisation internationale de la francophonie, que les pays qui organisent puissent approcher les pays qui ont organisé avant pour écouter et suivre aussi et épuiser de l'expérience et de la sagesse. Ce qui nous a permis ici de faire un déplacement. Heureux de cette visite, Robert Begremambe a assuré la délégation congolaise du soutien et de l'expertise ivoirienne en la matière. Et nous sommes prêts à partager la petite expérience que nous avons. Ce que nous souhaitons, c'est que chacun puisse tirer bénéfice des contacts que nous avons, de sorte à ce que le 9e jeu soit un succès attendu de toute la francophonie. Il est heureux que dans la coopération sud-sud, nous puissions travailler ensemble dans une perspective de succès total pour ce 9e jeu. Le ministre-gouverneur Robert Begremambe et le ministre congolais de l'intégration régionale et de la francophonie ont convenu de multiplier les partages d'expériences afin de faire des Jeux de Kinshasa une réussite. Les étudiants de l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa ont été instruits sur les institutions de la République et leur fonctionnement. Le vice-président de l'ASCAD leur a parlé du développement et des sciences et la construction de la nation ivoirienne. Abou Sanogo. Amphithéâtre Tidou Abiba Sanogo de l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa. Une conférence publique animée par le vice-président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD,
Gadegbekou Anani Samuel sur le thème l'ASCAD, le développement des sciences et la construction de la nation ivoirienne. Cette activité a pour objectif général de renforcer les capacités des étudiants sur la connaissance des institutions de la Troisième République pour un comportement plus citoyen vis-à-vis d'elle. Plus spécifiquement, la contribution de l'ASCAD à travers le développement de la science et la construction de la nation. Cette conférence publique est initiée par le ministère d'État auprès du président de la République chargé des institutions de la République et du gouvernement. Issoufou Koulibaly, représentant le ministre d'État Gilbert Kafana Koné, a donné le motif de cette conférence publique. Il est donc nécessaire que la population ivoirienne et surtout la jeunesse découvre de près les institutions par lesquelles l'État de Côte d'Ivoire fonctionne. Avec cet outil d'échange, nous avons l'ambition de parcourir toutes les villes universitaires du pays pour que le monde étudiantin découvre de plus près nos institutions. Les institutions viennent à vous, se font découvrir, prennent vos préoccupations, vos opinions de citoyens et futurs cadres du pays pour en tenir compte dans leur fonctionnement au quotidien. À l'issue de la conférence, Issoufou Koulibaly a distribué plusieurs exemplaires d'un manuel sur les institutions, intitulé Architecture institutionnelle de la Troisième République de la Côte d'Ivoire. Le document présente de manière détaillée chacune des institutions ivoiriennes créées par la Constitution de la Troisième République et les structures assimilées, dont l'ASCAD, en indiquant leur organisation, leur fonctionnement, le mode de désignation de leurs membres, leurs attributions et missions respectives. L'Internationale libérale a tenu son 63e congrès à Sofia, en Bulgarie. Les libéraux venus du monde entier ont planché sur la question de la reconstruction du nouvel ordre libéral mondial. Serge Coléa. Le nouveau bureau de l'Internationale libérale est présidé par la Marocaine Hakima El Haïté. Présidente sortante, elle a été réélue à la tête de l'organisation pour un second mandat. Parmi les membres de son bureau figure le Guinéen Cellou Dalein Diallo, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, désigné vice-président pour la deuxième fois consécutive. Les défis sont énormes, les défis du climat, les défis de la migration, les défis du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, dans le monde, les prix montent. Nous avons discuté, recherché des pistes, nous nous sommes unis plus que jamais. Nous avons appelé à la paix, nous avons appelé à un cessez-le-feu. 4 jours de travaux avec notamment des commissions politiques, des ateliers de formation spécialisés pour tracer les axes d'un monde plus libéral. Le RHDP était au nombre des participants à cette tribune politique. Nous avons pu partager l'expérience du président Ouattara en matière de politique libérale. Car tout le monde se souvient qu'en 2011, quand le président Ouattara a accédé au pouvoir, on connaissait les conditions dans lesquelles la Côte d'Ivoire se trouvait. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays transformé. Donc c'est un succès de la politique libérale en Afrique, c'est un cas d'école. Nous avons pu échanger avec le sommité de la pensée libérale sur la marche du monde. Quelle est la vision des libéraux sur la liberté, sur la paix, sur la sécurité, sur le changement climatique et sur la sécurité alimentaire. L'homme demeure au cœur des préoccupations du libéral fortement et c'est ce qui est aujourd'hui valorisé. Ça a été des échanges fructueux et tous les partis politiques y ont fortement contribué. Un nouveau dynamisme s'est installé dans le corps des libéraux, l'effet de véritablement changer le monde et réinventer l'après-crise de l'Ukraine. 278 délégués issus de 61 pays et 6 régions du monde ont pris part au 63e congrès de l'Internationale libérale. L'organisation a également célébré ses 75 ans d'existence. Voilà 2 années que la Côte d'Ivoire a perdu son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et c'est tout un pays qui se souvient de cet homme de conviction et surtout grand travailleur. Cérémonie d'hommage à Daloa dans le Haut-Sassandra avec des témoignages, une exposition photo et la dédicace d'un ouvrage qui retrace la vie de l'homme. Kader Sogodogo. Préfecture de région Daloa. Commémoration de l'an 2 du décès de Amadou Gon Coulibaly, AGC. Le souvenir de l'ex-premier ministre reste vivace dans les cœurs. Venance Konan, journaliste, écrivain, immortalise AGC à travers sa plume. Le déplacement de Daloa
pour partager son expérience avec le défunt. Et ce que j'ai retenu et qu'on a essayé de transcrire dans le livre, mon ami Ziad Limam et moi, c'est d'abord un certain nombre de convictions fortes qui animent l'homme. D'abord la loyauté envers un homme qui s'appelle Alassane Ouattara, le sens du devoir envers la Côte d'Ivoire. Il avait deux grands amours, à part ses parents évidemment, il y avait Alassane Ouattara et la Côte d'Ivoire. Et puis subsidiairement, je peux dire, sa région de Korogo. Le ministre Mamadou Touré, qui est à la base de cette célébration, veut surtout faire connaître les valeurs fortes de l'homme. Loyauté, fidélité, travail. Il faut que les jeunes générations s'imprègnent donc de ces valeurs. L'axe Yamoussoukro-Daloa était totalement foutu. C'est le Premier ministre en 2019 qui a lancé ces travaux. Et on est fiers aujourd'hui d'avoir la traversée donc, de Daloa qui fait vraiment la grande fierté de Daloa. Et je me réjouis que le maire et son conseil municipal proposent de mettre ce boulevard au nom d'Amadou Gon Coulibaly. C'est aussi un acte qui permettra donc de pérenniser la mémoire donc, de l'homme. Une exposition photo des grands moments de la vie de Amadou Gon Coulibaly a constitué un des temps forts de l'an 2 du décès de celui-là qu'on appelait affectueusement le lion. Et puis dans l'actualité internationale, dans la banlieue d'Abuja, la capitale du Nigeria, environ 300 détenus se sont évadés d'une prison après une attaque présumée de Boko Haram. Les responsables de la prison tentent toujours de déterminer le nombre exact de détenus manquant à la paix. Ce n'est pas une première. En 2021, plus de 1800 détenus avaient réussi à s'échapper après un assaut à l'explosif d'une prison du sud-est du pays en proie à des agitations séparatistes. Merci de toujours vous informer sur RTI 1. À 23h, retrouvez Marine Cognon pour un nouveau journal. Bonsoir à tous.